I voted yes. It has to be a yes if we want any chance of peace here, and we have to live together and we have to work together, so it has to be a yes. I hope it does, but I don't think it's going to work because they tried things like this before and it just never really worked. What are you hoping for? Peace in Northern Ireland. Do you think it'll happen? I should, if everyone cooperates. The percentage votes given at the referendum was as follows. Yes, 71.12%. Nous allons créer une Irlande où nous serons tous égaux, tous fiers de notre identité. Imaginez ce que c'est de vivre dans la peur génération après génération. Peur de la pauvreté, peur de la guerre, peur de ne pas avoir d'identité, peur de parler sa propre langue. Ça a été l'histoire pathétique, la triste histoire de cette petite île. Ça a été notre histoire. Je ne voulais pas que ce soit l'histoire de notre avenir. Nous voulons une Irlande unie et indépendante. Mais nous avons un immense travail à accomplir avant d'y parvenir. Il va falloir convaincre beaucoup de monde, aussi bien dans le Sud que chez les unionistes du Nord. Voilà ce qui nous attend. Au moment du référendum, c'est toute l'Irlande qui est appelée à voter. Au nord, une écrasante majorité s'est prononcée en faveur de la paix. Et au sud, en République d'Irlande, la victoire du oui ressemble à un plébiscite. Désormais, la réunification de l'Irlande est possible constitutionnellement des deux côtés de la frontière. La ratification des accords de paix permet aux Nord-Irlandais de gérer eux-mêmes les affaires locales tout en restant dans le Royaume-Uni et offre à Londres une sortie honorable de ce conflit qui lui a coûté cher, tant sur le plan économique que politique. Certains unionistes considèrent les accords de paix comme une défaite. En réalité, c'est un compromis qui nous entraîne sur une route que nous devons emprunter sans nous être mis d'accord sur la destination. Les unionistes ne sont pas un cas isolé. Il s'est passé la même chose en Algérie ou avec les Afrikaners en Afrique du Sud. Quand un petit noyau de gens administre un territoire pour un pouvoir colonial et qu'il en tire profit, il résiste à tout ce qui peut saper sa puissance. On n'avait pas compris que ce n'est qu'après la fin des violences que la normalité peut s'installer. On ne vivait pas dans une société normale. Paradoxalement, c'était assez drôle. Même les médias n'avaient plus rien à couvrir. Plus d'expéditions punitives, plus d'attentats, plus de découvertes d'explosifs. Un soir aux infos, j'ai même vu un reportage sur le sauvetage d'un chat coincé dans un arbre. D'habitude, ces mêmes journalistes filmaient des scènes de combat et de violence. Toute la société a dû apprendre à être en paix. Mais très vite, le processus de paix est menacé. Le 15 août 1998, à peine 3 mois après le référendum, un attentat à la voiture piégée dévaste le centre de la petite ville d'Omagh, en Irlande du Nord. On dénombre 29 morts et 220 blessés. Cet attentat est revendiqué par des dissidents de l'IRA qui dénoncent une trahison. Pour eux, il ne peut y avoir de paix tant que l'Irlande sera divisée. La bombe d'Omagh n'a pas pour seul effet de rappeler les horreurs de la guerre. Elle montre à ceux qui ont choisi la paix que la route sera longue. Il est clair que les responsables de l'attentat d'Omagh cherchaient à provoquer une tragédie. Ils avaient déjà placé des voitures piégées dans plusieurs villes où des civils avaient eu la vie sauve de justesse. Et puis, leur campagne tenait de la vengeance.
Si Gerry Adams devait rencontrer le président Clinton, s'il devait rencontrer Tony Blair, si un événement politique avait lieu, il posait des bombes. Il semblait nourrir une animosité personnelle à l'égard de Gerry Adams pour son leadership et son implication dans le processus de paix. Mais l'attentat d'Oma a été effroyable. Il était manifeste qu'il ne serait jamais capable de faire peser une pression politique comparable à celle que l'IRA avait imposée. Et la population ne les soutenait pas. C'était très clair. People are asking me for help, and there was one lady, her arms were just hanging off, and I mean, there's nothing I could do, you know, you just felt helpless, you know, saying to them, the ambulance is coming now. Nous condamnons catégoriquement le terrorisme. Le Sinn Féin a adopté un point de vue plus subjectif. Il légitime les actions de l'IRA en disant que les circonstances justifiaient la violence. La situation, la position du gouvernement unioniste justifiait la violence. Mais même si les positions des républicains évoluent et qu'ils déclarent que les circonstances ont changé, les soi-disant dissidents ne sont pas d'accord. Pour eux, la situation justifie toujours la violence. Heureusement, l'attentat d'Oma ne nous a pas fait régresser. Je crois que l'horreur de cet acte y est pour quelque chose. Il a touché toutes les communautés. C'était une attaque aveugle qui a fait des victimes de tous bords. Si leur intention était de nous faire revenir en arrière, ça s'est retourné contre eux. Tout le monde a été atteint et les gens ont compris qu'on ne pouvait pas revivre ça. Le processus ne s'interrompt pas, mais les défis vont s'accumuler. Au premier rang desquels, la libération de tous les prisonniers prévus par les accords de paix. Certains ont été détenus pendant près de 20 ans. Héros pendant le conflit au sein de leur communauté, ils deviennent à leur libération les symboles d'une guerre que tous souhaitent désormais oublier. Le site fait à peu près 145 hectares. Cette partie est encore debout, et l'église aussi. C'est tout, le reste a été démoli, complètement rasé. Les accords de paix comportaient une clause de libération des prisonniers. Et à la fin de l'année suivante, avant le passage à l'an 2000, tous les détenus étaient libres. Tous ceux qui étaient encore en prison au moment des accords, qu'ils soient condamnés à perpétuité, à 20 ans ou à 10 ans, ont été libérés automatiquement. Mais en cas de récidive, la peine pouvait être réappliquée. Je crois que dans la communauté protestante, au sein de la classe moyenne ou unioniste, comme chez les loyalistes, les ex-combattants n'avaient pas le même statut que leurs homologues de la communauté républicaine. À leur sortie de prison, les républicains étaient tenus en bien plus haute estime. Ils se sont présentés aux élections, ils ont brigué un mandat politique. Ce n'était pas le cas des membres des groupes paramilitaires protestants. Les raisons ne manquent pas. La grande majorité des protestants considéraient toujours la police et l'armée britannique comme les représentants de l'ordre, et non pas les paramilitaires. Les républicains voyaient l'IRA et d'autres comme leurs défenseurs et leurs soldats. Beaucoup d'anciens prisonniers politiques n'ont pas trouvé leur place dans la société après leur libération. Ils ont souffert et souffrent sans doute encore des séquelles du conflit. Dans notre microcosme républicain, nous souffrons des mêmes maux.
Alcoolisme, addiction aux jeux, abus de médicaments. Les prisonniers républicains et loyalistes se comprennent. Politiquement, ils s'affrontent violemment, bien sûr, mais ils partagent la même expérience de la détention, le même vécu. Ils ont exactement les mêmes problèmes. Juste ici, c'est Falls Road. On arrive dans le quartier de Shankill. Je m'appelle Noël Large. J'ai été condamné à perpétuité. J'ai passé 16 ans en prison et j'ai été libéré à la signature des accords de paix. J'ai trouvé un boulot à l'interface. C'est comme ça qu'on appelle les murs de la paix qui divisent les quartiers mixtes. J'ai travaillé 14 ans avec un républicain qui habitait Bombay Street, là-bas. Et on a réussi à construire une bonne relation. Le problème, quand deux communautés vivent derrière de grands murs durant un conflit, c'est qu'elles ne communiquent pas. Les gens de chaque camp voient leurs adversaires comme des sous-hommes, des animaux qui font des choses horribles. Quand on a cette attitude, c'est plus facile de se haïr. What about Protestants, Paul? Like them. You don't like them? But you don't know any Protestants, Paul? No. Well, how come you don't like them? Why don't you like them? Because I think it was an ethnic. C'était un conflit ethnique, dans la mesure où la religion constitue une partie de l'identité ethnique d'un individu. Ce n'était pas une guerre doctrinale. Mais si on considère que chaque communauté se définissait par sa foi, on ne peut pas dire que ce n'était pas religieux. Historiquement, la religion a joué un rôle jusqu'à très récemment. Do you know any Catholics, Joanne? Not a single Catholic? Have you ever met one? Have you ever met one? What do you think they're like? What do you think of the Catholics? 1, 2, 3. That's good. My goodness, there's some. Pour la plupart des gens, vus de l'extérieur, c'était une confrontation d'ordre religieux. Mais pour ceux d'entre nous qui ont vécu la guerre et les années qui ont suivi, avec toutes les difficultés qui accompagnent la résolution d'un conflit, je dirais simplement que la religion a eu une influence mineure. C'était bien davantage une question de nationalité et d'identité. Ceux qui sont nés catholiques se considèrent automatiquement comme des nationalistes ou des républicains, et ceux qui sont nés dans la foi protestante se voient automatiquement comme des Britanniques. Un leader loyaliste m'a dit « Je ne suis pas protestant, je suis athée. Je me bats pour la reine et pour mon pays. » When Michael grows up, you expect him to have the same attitudes towards the Queen and towards being loyal to Britain. Well, we bring him, that's the way we're trying to bring him up. You know, British standard, but I like to think when he grows up, he'll class himself as British and a loyalist, you know. Loyalist is being loyal to the Queen, the Constitution, do you know what I mean? Les Britanniques ont très intelligemment dépeint le conflit irlandais comme un affrontement interreligieux. Mais si on l'étudie attentivement, on s'aperçoit que ce conflit dure depuis 800 ans et qu'il a pour fondement la propriété de l'Irlande et l'invasion coloniale. La Grande-Bretagne a adopté une stratégie très similaire dans la construction de son empire. Ça commence par la conquête militaire,
Puis on crée des différences entre une communauté et les autres. Ça s'appelle diviser pour régner. On désigne une communauté pour représenter ses intérêts et on lui accorde une récompense minime, très minime, mais une récompense malgré tout. C'est ce que les Britanniques ont fait en Irlande. L'armée a envahi le pays, puis ils ont amené des Écossais qui vivaient d'une économie de subsistance, à la limite de la famine. Ils leur ont donné des terres confisquées à la population et leur ont dit « Elles sont à vous, battez-vous pour les défendre ». En réalité, ces gens se battaient pour défendre les intérêts britanniques en Irlande. Aucun républicain ne peut revenir sur 40 ans de résistance armée et dire que tout ce qu'a fait l'IRA était bien. Je n'en connais aucun qui dise cela. De même, les hommes politiques britanniques, si on les mettait au défi, ne pourraient pas défendre certaines actions commises par l'armée britannique. C'est pour ça que la guerre doit se terminer. C'est pour ça qu'elle est mauvaise. In July 2005, En juillet 2005, l'IRA a décidé d'annoncer que la guerre était finie. The leadership of Ogie and Ahern has formally ordered an end to the armed campaign. This will take effect from 4 p.m. this afternoon. All IRA units have been ordered to dump arms. All volunteers have been instructed to assist the development of purely political and democratic programs through exclusively peaceful means. Volunteers must not engage in any other activities whatsoever. This may be the day when, finally, after all the false dawns and dashed hopes, peace replaced war, politics replaces terror on the island of Ireland. I welcome the statement of the IRA that ends its campaign. I welcome its clarity.